Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, une petite précision pour ceux qui ne me connaissent pas. Je ne suis pas historienne du tout. Je suis conteuse parfois. Ça m'arrive, souvent même. Mais comme certains le savent, j'ai pratiqué la reconstitution. Il faut que je mette comment. Ouais, comme ça, c'est bien. Ouais. Comme la barbe des pharaons. Ça fait plusieurs mois, ça. Donc, Hervé et moi, nous avons pratiqué la reconstitution historique pendant de nombreuses années. Et dans toutes ces reconstitutions bicentenaires à laquelle nous avons participé, d'Austerlitz à Waterloo, en passant par l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la France, mon époux a été affublé de tous les noms possibles et imaginables. On l'a appelé le Grand Vizir, Islogoud, Ali Baba, Aliena, ça a été Aladin. Mais quand on sait qu'en allemand, Aladin se dit Aladdin, vous imaginez un peu la moquerie des copains, en particulier celle de Corso, qui brille par son absence aujourd'hui, mais je sais qu'il est occupé ailleurs. Donc, chaque fois, il fallait expliquer ce qu'était un mamelouk. Et puis un jour, enfin, quelquefois, notre grand ami à tous, notre grand coordinateur de journée, Frédéric, a souvent demandé à Hervé de faire une conférence sur les mamelouks. Hervé, il n'avait pas très envie, et moi, mais bêtement, il y a 2 ans, je me suis entendu lui dire, si tu veux, moi, je te la fais. C'est beau l'amour. Évidemment, il n'a pas dit non, et ben voilà. Donc du coup, vous allez être obligé de m'écouter pendant un bon petit bout de temps, et j'espère que je ne vais pas vous saouler. Merci Lily. Dans l'esprit populaire de ceux qui les connaissent, le nom de Mamelouk est indissociable de Napoléon. On n'imagine pas qu'ils puissent exister l'un sans l'autre. Comme souvent, la légende a déformé la réalité, et bien entendu, c'est la légende qui l'a emporté. Le nom de Mamelouk serait d'un prestige incontestable, et il y entre une part assez grande de mystère. Mais qui était-il donc? Ah, ça marche. Parce que tout à l'heure, quand on a essayé, ça ne fonctionne pas. Je vous parlerai d'abord de leur vie en Égypte, puis de leur rôle en France. Ensuite, je citerai quelques mamelouks, connus ou pas. Et enfin, je vous dirai ce qu'ils sont devenus après Waterloo. Après avoir été conquise par les Perses 6 siècles avant Jésus-Christ, l'Égypte a subi maintes conquêtes. Les Arabes l'envahissent en 638 et, sous les califes fatimides, elle devient un État indépendant. C'est sous la dynastie Ayyubite, en 1230, qu'un sultan achète aux Mongols de Genghistan 12 000 jeunes enfants, circassiens, mingréliens, abkhazes, ce sont tous les peuples de Géorgie. Ces enfants étaient particulièrement souples, faciles à instruire. Il les dresse au métier des armes, en fait d'excellents cavaliers, et sous le nom de Mamelouk, ils deviennent une troupe redoutable. On dit qu'ils sont les soldats les plus séduisants et les plus avantageux que l'Égypte ait connus. Depuis l'expédition de Bonaparte en Égypte, le nom de Mamelouk s'est répandu avec cette explication qui signifie esclave. Ce n'est pas exact. En effet, Mamelouk vient du verbe malak, qui signifie posséder, mais pas dans le sens d'un esclavage. Dans le mot esclave en arabe se dit abd. Donc quand quelqu'un s'appelle Abd Allah, c'est serviteur de Dieu. Abd el-Malek, serviteur du roi, et ça n'a rien à voir avec le Mamelouk. Le nom de Mamelouk, lui, sert à qualifier un soldat acheté. Son service auprès des bey, ses princes, consistait à remplir les fonctions qui, dans les cours européennes, revenaient aux pages du souverain. Et le Mamelouk était si peu esclave qu'il disposait lui-même de serviteurs,
et quand ces serviteurs-là étaient sous les armes, on les appelait des serrages. Chaque mamelouk en possédait au moins deux, et les chefs bien davantage, évidemment. Donc le nom de mamelouk, loin de présenter un stigmate de déshonneur, constitue un symbole, celui de la richesse, de la puissance et des privilèges. Dans ce pays arabe, il représente l'activité, l'énergie par rapport à une masse passive et résignée. En 1252, soit une vingtaine d'années seulement après leur introduction, le Mamelouk al-Moïse assassine le sultan régnant, Ashraf Moussa, et les Mamelouks prennent le pouvoir suprême. À partir de ce moment-là, et jusqu'en 1517, soit pendant 265 ans, ils se sont succédés au pouvoir. Et outre l'Égypte, ils se sont imposés en Syrie. En 1517, Sélim Ier de l'Empire ottoman s'empare de Tripoli, Safid, Naplouse, Jérusalem et Gaza. Le règne des Mamelouks semble terminé. L'Égypte devient une possession ottomane après 2 siècles et demi de domination mamelouk. Vers 1746, l'Empire ottoman décline et offre aux Mamelouks l'occasion de rebondir. Une révolution menée par Ibrahim Kiaya. Kiaya, c'est le titre accordé au colonel chef de corps au moment de leur retraite. Il devient le maître du pays jusqu'à sa mort en 1752 et c'est Rodouan Kiaya qui lui succède. Mais à partir de 1762, entre en scène Ali Bey, un ancien mamelouk devenu officier supérieur, puis Bey. Et enfin, Sheikh el-Beled. Il renverse Rodouan Kiaya et son règne est celui du plus célèbre des mamelouks modernes. D'ailleurs, à partir de 1768, il fait battre monnaie à Samarque, 30 ans exactement avant le débarquement de Bonaparte. Et sa dictature, lui, n'a pas été de très longue durée. Parce qu'en 1771, puis en 1772, au cours d'une guerre contre les Turcs, il est trahi par son lieutenant bien-aimé Mohamed. C'était des choses qui arrivaient. En avril 1773, le pouvoir revient donc à Mohamed Bey. À partir de ce moment-là, 2 maisons se disputent le pouvoir. Celle précisément de ces 2 princes, Mohamed Bey et Ali Bey. Quand Bonaparte arrive en Égypte, la maison d'Ali Bey est représentée par Hassan Bey et Osman Bey, celle de Mohamed Bey par Ibrahim Bey et Mourad Bey. Celui-là même qui a causé la mort d'Ali Bey, car il convoitait sa femme, et oui, et alors il est passé dans le camp de Mohamed Bey, car celui-ci lui avait promis qu'il épouserait la princesse s'il lui capturait Ali Bey, mort ou vif. Il a réussi à le blesser, mais comme il n'était pas complètement mort, eh bien Mohamed Bey l'a achevé en l'empoisonnant. C'est l'amour, gloire et beauté de cette époque-là. Les 2 clans ont fini par faire la paix, mais l'Égypte n'a connu à ce moment-là que des troubles. La rivalité entre les chefs des différentes maisons entraîne des querelles, des bagarres, de vrais combats. Le vaincu se retire alors dans sa maison dans la Haute-Égypte. Et le vainqueur, lui, s'empare des biens des fuyards et des proscrits. Et il élève ses meilleurs auxiliaires au rang de paix. La force des Mamelouks réside dans son système pour le moins original. Le Mamelouk ne reconnaît aucun parent. Jamais son fils ne lui succède dans sa fonction ou dans sa charge. Sa postérité compte pour 0. Le Mamelouk n'attache pas la moindre importance, le moindre prix à sa progéniture. Et si un père décide de valoriser son fils, ce dernier n'encourt que le mépris de ses semblables, parce qu'il n'est qu'un fils de Mamelouk et non pas un Mamelouk. À leurs yeux, un homme élevé dans un harem par des femmes ne peut pas se prétendre soldat. Donc, un Mamelouk ne nomme jamais son fils comme successeur. À l'inverse, chez les Arabes, le fils d'émir, de cheikh, est vénéré par sa tribu, par son peuple. Chez les Mamelouks, on n'honore que le Mamelouk acheté. Et tous, effectivement, sont recrutés par voie d'achat. Ils sont de préférence arméniens, circassiens, tcherkesses du Nord-Caucase, abkhaziens, magrébiens, tchétchènes, tous sont natifs de Transcaucasie et sont non musulmans. Après viennent les Russes.
les Polonais, les Hongrois, les Allemands, les Noirs, les Espagnols, les Maltais. Et ceux-là, hormis les Noirs, se vendent eux-mêmes plus qu'on ne les achète. Ce sont des mercenaires. Aussitôt acquis, ils sont circoncis, rite sacré dans tout le royaume, comme vous le savez, aussi bien chez les musulmans aragounans que chez les juifs. L'enfant, destiné à devenir mamelouk, est acheté avant l'âge de 6 ans et celui de 16 ans. Ainsi, les caucasiens pauvres vendent volontiers leurs garçons. L'argent reçu assure l'existence du reste de la famille et le père peut dire « Je lui donne un état honorable. S'il se conduit bien et si le ciel lui vient en aide, il améliorera encore ma vie, la vieillesse de sa mère et assurera le bonheur de ses frères et de ses sœurs, et lui-même deviendra peut-être un Kiachef ou un Bé. » Et le fait est que le petit Mamelouk voit sa condition s'améliorer. Dans son pays, il était considéré comme le rejeton d'un montagnard misérable. En Égypte, il s'élève d'un coup. Il entre dans l'armée qui gouverne le pays et il partage l'ascendant de ses aînés sur les Arabes, les Coptes, les Grecs, les Juifs. Plus personnellement, le chef Mamelouk, B ou Kiachef qu'il a acheté, lui donne le nom de fils et lui, évidemment, lui donne le nom de père. Il sert son seigneur exactement comme un page sert son roi, son empereur. Toutes les tâches ingrates de la maison, par contre, sont confiées à la domesticité. En général, les Mamelouks qui appartiennent à un même chef se considèrent comme frères. Le B l'enrichit, lui donne une de ses filles en mariage pour se l'attacher encore plus, et progressivement, le jeune Mamelouk acquiert une fortune suffisante pour acheter à son tour de jeunes enfants qui le dressera au métier des armes. Tant que le B vit, le Mamelouk emploie ses biens propres, propriétés, troupes, à esclaves, au service exclusif du B. Il lui obéit comme un vassal, en temps de paix comme en temps de guerre. Et quand le B l'autorise à porter la barbe, il est réellement au sommet de son élévation. Et dans la photo de Mourad B, vous pouvez voir qu'il porte la barbe. Bon ben voilà, lui il est arrivé au sommet de son élévation. Il a une belle barbe. Le jeune Mamelouk qui porte cette... il est en train de faire ça. Une trompe de bouton. Il porte ce grand vêtement que l'on appelle béniche et qui couvre les mains. Parce que la coutume voulait que quand on se présentait devant un B ou devant son maître, il ne fallait pas voir les mains. Cela signifiait que l'on ne pouvait rien, qu'on ne voulait rien entreprendre contre lui. Donc c'était important. Et puis là, évidemment, il a une pipe. Malgré son amour du luxe, le Mamelouk est un guerrier, rien qu'un guerrier. Dès son achat, l'instruction militaire commence et il est considéré comme un bon Mamelouk prêt à la guerre à partir de 10 ans. La moyenne étant de 12 à 14 ans. D'ailleurs, il était fréquent qu'à 12 ans, un enfant Mamelouk soit déjà père. Ils étaient précoces pour tout. L'instruction militaire consiste à des exercices d'adresse, de souplesse, de force. Les leçons d'équitation se pratiquent sur un cheval dopé à l'aide de boulettes de hashish. Le Mamelouk s'entraîne à courir au grand galop et en même temps à utiliser ses armes. On dit qu'ils sont les meilleurs cavaliers au monde et que seuls les cosaques peuvent rivaliser avec eux. Les meilleurs chevaux sont mis à leur disposition. Et à cette époque-là, l'Égypte possédait des haras d'une telle qualité qu'ils étaient universellement reconnus. On y sélectionnait de façon très stricte les pur sang arabes. D'ailleurs, leur élevage a fait par la suite l'admiration des Français qui s'en sont procurés pour leur propre cavalerie. Le Mamelouk était bien calé sur la selle, comme dans un fauteuil. Le pommeau très haut, solidement encastré, il était bien soutenu pour lui éviter de tomber à terre s'il était blessé. Et de plus, les étriers au bord relevés, décidément, eh bien,
Là. Les étriers qui étaient un petit peu relevés, voilà, et qui avaient des ports coupants qui pouvaient servir pendant les corps à corps pour laisser le cheval à côté. Mais ça permettait au mamelouk de frapper l'ennemi et son cheval pendant le combat, et de s'élever au-dessus de la selle, en lui donnant les anses nécessaires pour porter des coups. Quant aux brides, les hussards et les dragons les ont aussitôt adoptés, tant elles étaient supérieures aux leurs. Le mort, enfin, était combiné de telle façon que lorsque le cavalier levait la bride, le cheval s'arrêtait net. Une osmose totale s'établissait entre l'homme et l'animal. À la bataille des pyramides, il y avait des mamelouks si bien maîtres de leurs chevaux qu'ils ont cherché à entrer dans les carrés français en faisant reculer leurs chevaux. Côté armes, le mamelouk s'habitue à détacher rapidement la carabine qu'il porte en bandoulière, à viser, à tirer, puis à la glisser sous sa cuisse pour ne pas perdre le temps de la remettre en bandoulière, et à brandir tour à tour ses 4 pistolets. 2 de ces armes sont rattachées au fond de la selle, les 2 autres sont tenues par un cordon à sa ceinture. Ainsi, une fois qu'il avait le pistolet vide, il le jetait par-dessus son épaule et il était assuré de ne pas le perdre. Alors, une petite précision que tu vas peut-être apporter, ou je le dis. Les armes que vous voyez là ne sont pas des armes de mamelouk, ce sont des armes françaises de la garde, voilà. Ah oui, j'ai oublié le détail sur les selles. Heureusement que le mamelouk est là. Hein. Oui, c'est oui, je l'ai noté, mais je l'ai oublié. Donc, vous avez vu qu'elle a été ouverte, vous avez vu qu'elle est offerte par ses officiers à Bonaparte. Vous avez remarqué la magnificence de la selle et du tapis de selle, tout en brodé d'or. Mais elles fait partie des 3 selles que Bonaparte a reçues en cadeau à ce moment-là. Et il y en a une qui est ornée de lapis lazuli et de corail. Voilà. Elle est où, aux Invalides. C'est vrai qu'il faudra que je le rajoute. J'ai vu ça l'autre jour avec Claude Nicolas qui rajoute les musées ou tout ça, mais je n'ai pas eu le temps de le faire. Et c'est une amélioration à apporter. Bon, donc je reviens à mes armes là. Il apprend aussi à manier la masse d'armes et la hache, qui là aussi sont des armes françaises. Mais j'ai pas trouvé de. J'ai peut-être pas cherché pour en trouver des reproductions de leurs armes à eux. Outre la carabine et le pistolet, il emploie le djéride. Le djéride, c'est une branche de palmier effeuillée. La tige est longue de 1,30 m en moyenne et lourde de près de 2 kg. C'est son arme de prédilection. C'est une arme de jet dangereuse et fréquemment mortelle. Enfin, il apprend à manier bien évidemment le poignard, le sabre, reconnaissable à sa lame courbe. Sa façon de sabrer tient de la méthode turque, le but recherché étant de trancher net la tête de l'ennemi par un coup de revers impossible à parer. Pour s'y exercer, il abat des têtes faites de coton bien mouillé pour augmenter la difficulté et en général, il décapite sa cible d'un seul coup. Alors, petite anecdote pour ceux qui ne la connaissent pas, mais je pense qu'ici dans la salle, la majorité la connaît. On raconte que lors de la bataille d'Austerlitz, un mamelouk a dit à Napoléon: « Sire, voulez-vous que je vous rapporte la tête du prince ?» Et Napoléon a répondu: « Oh, mais tais-toi donc, vilain sauvage !» Au cours de son instruction, le mamelouk reçoit primes et éloges. Et bien qu'étant personnel à chacun, on ne peut que s'émerveiller de la qualité, de la richesse et de l'ornementation de leurs armes, bien supérieure à celle des Persans et des Turcs. Alors,
un petit bout juste sur les touques, qui sont leur étendard, orné de queue de cheval. Et sur le haut, ça correspond plus ou moins à leur maison, je vais dire. Mais ça a surtout une connotation, une valeur un peu chamanique, puisque c'est destiné à les protéger. La souplesse, la forteresse, la force, la maîtrise de leurs chevaux et de leurs armes, ainsi que la magnificence des parchements et des armes, ont fait le prestige des Mamelouks. On peut dire qu'ils en ont mis plein la vue à Bonaparte et à l'armée française. Alors, le costume. Le costume, c'est un attribut de la plus haute importance en Orient. Même si le faste des tenues militaires des soldats français, surtout des officiers de l'Empire, n'ont rien à lui envier, mais le costume des Mamelouks est quand même très particulier par plusieurs pièces. Il s'apparente à celui des janissaires, mais il est beaucoup plus... il éclipse celui des janissaires. Alors, le pantalon, le saroual, Allez, fais le mannequin. voilà. Mets-toi là, on veut te voir. Comme tu vois. Voilà, merci. Voilà. Dans le pantalon, le saroual, je ne sais pas si on va te voir. On le voit mieux là sur le... Le chapeau, le chapeau. Non. Et le caoutchouc, alors. Après, si vous voulez, après le repas, il se mettra à place. Ah, je prends notre chapeau. C'est dit, hein, attention. Je viens parler. Voilà, mais tiens-le à la main. Attends, il fait chaud. Super. Alors, donc, le pantalon, le saroual. On disait qu'un homme tout entier pouvait entrer dans une seule jambe. Son ampleur n'égale que sa richesse. À cette époque-là, ils étaient souvent confectionnés en traille de Venise, qui est une étoffe de soie à gros grains formant des bottes. À la taille très haute, oh mais décidément, je ne suis pas dégourdie. Elle est belle, merci. À la taille très haute, très Premier Empire, il y a la ceinture, qui, que voilà, sur le monsieur là, qui est tout un programme. Et elle n'est pas d'ailleurs sans rappeler la taillole de mon grand-père. Oh. Un peu et tout. Au pied, la masse bouffante se rétrécit pour faire corps avec la cheville, et le poids du tissu lui donne un tombé majestueux, n'est-ce pas? Ça bouge bien. Alors, sur le corps, le mamelouk passe un sous-vêtement en coton, qui est généralement de couleur crème. Ensuite, il revêt l'antari. L'antari, c'est une sorte de chemise égyptienne ouverte de haut en bas qui se croise sur la poitrine et qui s'attache dans le dos avec un cordon, avec deux cordons. Après quoi, il met le caftan. Alors, on ne voit pas trop, mais j'ai une autre voilà. Avec le caftan. Donc, c'est la chemise. Aux manches, quelquefois aussi en le pantalon. Et il couvre le caftan d'une espèce de gilet à manches courtes, le djoubé. Alors là, on le voit, le djoubé, il y a des petites manches. Alors qu'ici, c'est comme celui d'Hervé, sans manches, et là, c'est le yalek, c'est plus le djoubé. Si je peux dire... Te permettre, oui, je t'en prie. Donc, concernant l'uniforme, on s'aperçoit que la charge à Austerlitz, tous les Mamelouks, ils n'ont qu'un turban. Ils n'ont pas encore Oui, le caout. ils n'ont pas le caout. Le seul qui a le caout, c'est Roustan, qui est dans l'état-major. Il a le caout. Tous les autres Mamelouks n'ont que le turban. Donc, ce qui veut dire qu'il est venu après. Après, ouais. Moi aussi, j'ai cherché pour que j'aille pas le caout. Et le premier, la veillère, il a une poupée. Oui, avec les petites manches. J'en étais où? Voilà. En cas de cérémonie, le péniche s'ajoute au costume. Vous avez vu tout à l'heure ce que c'était, hein, c'est comme un peignoir. Et le cou, par contre, est toujours nu. Enfin, et on ne voit rien de sa tête, qui est entièrement rasée et couverte d'un caoutchouc qui, à cette époque-là, était généralement vert. Un caoutchouc qui est
qui est ce grand tube-là, parce que plus tard, après, il deviendra rouge, et qui est surchargé d'un turban blanc, comme vous le voyez. Alors, hier, quelqu'un m'a posé la question, mais quand même, c'était une dame qui m'a posé la question, quand même, quand ils étaient sur les champs de bataille, qui est-ce qui avait les turbans? Voilà, bon, ben, je sais pas. Comme c'est ça, tu vois, il était quand même un peu. Mais l'avantage, bon, celui d'Hervé, j'ai cousu le caout, le turban. Mais eux, ils le refaisaient tous les jours. Hein. Ils avaient leur caout et ensuite ils mettaient le turban par-dessus, donc c'était facile à nettoyer. Moi, à chaque fois que je nettoie le ciel, il faut tout démonter puis tout remonter après. Aux pieds, qui entrent souvent dans des étriers en or, ils portent de légères sandales de cuir. Et s'ajoute à ça, bien entendu, des châles, des bijoux. Au XVIIIe siècle, pour vous donner une idée, un mamelouk pouvait coûter la bagatelle de 3 à 5 000 francs à son B. Si on écoute Volney, qui est un philosophe et orientaliste français, né en 1757 et mort en 1820, qui les a vus entre 1782 et 1785, la valeur militaire des mamelouks n'était pas appréciée à sa juste valeur, justement, avant l'arrivée de Bonaparte en Égypte. Il en donne cette opinion. Les mamelouks ne connaissent rien à notre art militaire. Ils n'ont ni uniforme, ni ordonnance, ni formation, ni discipline, ni même de subordination. Leur réunion est un attroupement, leur marche est une cohue, leur combat est un duel, leur guerre est un brigandage. Et il continue ainsi. Apparemment, il n'a pas tout compris de ce qu'il voyait. Il ne faut quand même pas oublier que c'est une force militaire qui a imposé près de 4 siècles de domination à l'Égypte et qui a fait s'incliner devant elle la formidable armée ottomane entre le règne de Mehmed II et celui de Mahmoud II. À Sainte-Hélène, Napoléon a définitivement rendu justice à la valeur des Mamelouks. Il disait d'eux qu'ils étaient l'élite de la cavalerie du monde. Les Arabes, disait-il, aussi lâches que les Mamelouks étaient braves. Le Mamelouk déployait toute son adresse et son courage. Il excitait notre admiration. Il était lié à son cheval qui paraissait partager toutes ses passions. Le sabre pendant au poignet, il tirait sa carabine, son tromblon, ses 4 pistolets, et après avoir déchargé 6 armes à feu, il tournait le peloton de tirailleurs et passait entre eux et la ligne avec une merveilleuse dextérité. Dans son journal, Détroit écrit « Je n'ai point vu d'exemple d'une bravoure pareille à celle des Mamelouks, ni d'une plus grande agilité à manier leurs chevaux, leurs carabines et leurs sabres. Cette agilité est telle que le même mât français, qui était atteint d'un coup de carabine, recevait sur le champ un coup de sabre de la même main. » Après, après avoir battu Mourad Bey, Bonaparte s'est écrié « J'ai détruit les Mamelouks, la plus intrépide milice de l'Orient. » Mourad Bey, qui par ailleurs il estimait fort, évoquant une bataille entre deux Aix et Mourad Bey, il dit « Il y avait une demi-heure que l'armée s'avançait dans cet ordre, et dans le plus grand silence, lorsque Mourad Bey, qui commandait en chef, devina l'intention du général français. Quoiqu'il n'eût aucune expérience des manœuvres de bataille, la nature l'avait doué d'un grand caractère, d'un brillant courage et d'un coup d'œil pénétrant. Il suivit la bataille avec une habileté qui aurait honoré le général le plus consommé. Il sentit qu'il était perdu s'il laissait l'armée française achever son mouvement, et qu'avec sa nombreuse cavalerie, il devait attaquer l'infanterie pendant qu'elle était en marche. Il partit comme l'éclair. Avec 7 à 8 000 chevaux, il passa entre la division de Aix et celle de Régnier, et il les enveloppa. À l'inverse, on imagine aisément l'étonnement des Mamelouks devant les bataillons français formés en carré, l'artillerie aux angles, la cavalerie dans les intervalles et les bagages au centre. Et surtout leur stupeur devant le feu des mitrailles et des canons.
Une dernière remarque avant de passer à la suite, c'est Doguereau qui parle. C'est un superbe coup d'œil que de voir cette troupe voltiger devant nos bataillons. Leurs selles, les harnais des chevaux, presque tous brodés d'or ou d'argent, produisaient au soleil un très joli effet. Mais pourquoi donc le jeune général Bonaparte est-il allé se battre en Égypte? Bon, vous le savez certainement, plus que moi. On évoque pour cela trois raisons. Le rêve oriental de Bonaparte, le désir du directoire d'éloigner le général de Paris et les nécessités de la guerre et de la diplomatie. Mais ça pouvait être le sujet d'une autre conférence à laquelle je ne m'essaierai pas. Alors, juste quelques dates pour situer un peu la campagne d'Égypte dans le temps. Donc, en 1798, le départ de Toulon, la prise de Malte, la bataille des Pyramides, la bataille d'Aboukir qui a vu la victoire de Nelson, Salayé, Sédima et la révolte du Caire. En 1799, Jaffa, Saint-Jean-d'Arc, Nazaré, Cana, Montabor, la bataille terrestre d'Aboukir. Et le 23 août, Bonaparte repart en France en laissant le commandement à Kléber. En 1800, la Convention d'El-Arish, Héliopolis, l'assassinat de Kléber, le commandement qui revient à Menou, les Anglais qui reprennent Malte. Et en 1820, ça a été une très mauvaise année. En septembre, les Anglais ramènent en France les débris de l'armée d'Orient. Mais après son entrée victorieuse au Caire, Bonaparte a pris des dispositions pour utiliser au mieux des intérêts de son armée les Mamelouks capturés et ceux qui s'étaient rendus. Mais il n'en a pas mais immédiatement un corps d'armée. Il les a mêlés à ses troupes d'abord, revêtus du même uniforme. Et c'est le 7 septembre 1798 qu'il prescrit d'incorporer tous les jeunes Mamelouks ayant plus de 8 ans et moins de 16, tous les garçons esclaves du même âge, noirs ou blancs, qui appartenaient aux Mamelouks. Ils ont été répartis à raison de 9 par bataillon et de 4 par escadron. Ceux de moins de 14 ans étaient employés comme tampons. La première organisation militaire indigène indépendante créée par Bonaparte est celle des janissaires, des forces qu'il destinait non pas au combat, mais plutôt au maintien de l'ordre sur le territoire. Et c'est en octobre 1800 que le général Menou a pris des dispositions pour que les Mamelouks et les janissaires syriens soient réunis sous le nom de régiment des Mamelouks, organisé sur le modèle d'un régiment français, mais conservant le costume oriental. Et c'est le colonel Barthélemy qui en avait le commandement. Barthélemy qui était un Mamelouk. Il jouissait d'ailleurs d'une solide réputation de bravoure, de compétences politiques et de dévouement à la France. Avec ces Mamelouks, on le rencontre partout. Et l'état-major s'adresse à eux en toutes circonstances. L'état-major général. Ils se sont battus brillamment à Alexandrie, dans les secteurs du Caire, de la citadelle, de Gizeh, de Boulak. Leur renommée était établie et la gloire auréolait désormais le nom des Mamelouks français. Arrivé en France, il jouissait déjà d'une très grande popularité au sein de l'armée, notamment parmi les chefs. Ainsi, Eugène Napoléon, le vice-roi d'Italie, avait son Mamelouk, de même que le maréchal Lannes, le marquis de Rivière, le maréchal Messières, le général Béliard, le maréchal Soult, le roi d'Espagne, Joseph Napoléon, et bien entendu, Napoléon lui-même avait son Mamelouk, son fidèle Roustan. Et ça sera l'objet d'un chapitre un petit peu plus loin. Sous la Restauration, divers officiers de cavalerie ont imité cet exemple, ainsi que Charles de Bavière, entre autres. On parlait d'eux avec admiration. Ce beau corps, disait le sergent Bourgogne. Ils sont du plus beau sang et la magnificence de leurs vêtements ajoutait encore à leur beauté naturelle. Ça, c'est le colonel Théviote. Le canonnier Bricard, lui, rapporte que les soldats faisaient l'éloge de ces Mamelouks, qui ont sauvé d'ailleurs très souvent d'autres soldats. Le général Kléber a attribué 10 Mamelouks à chaque général de division et 6 à chaque général de brigade.
Ils étaient sous les ordres d'un sous-chef, donc c'était subalterne d'un sous-officier. Le sous-chef recevait 45 sous par jour, le mamelouk 30. Charge pour eux de s'équiper, de s'armer et de se monter. Et dans la société, leur popularité n'était pas moindre. Sous le directoire, l'influence grecque s'était imposée. Sous le consulat, la grécomanie ne meurt pas, non, mais elle a une sérieuse concurrente, c'est la mameloukomanie. Il devient très à la mode d'habiller les enfants comme les mamelouks. Les femmes se mettent à porter des robes qui rappellent un petit peu le joubé avec les manches à la mamelouk. Les coiffures qui rappellent les turbans, quelquefois même avec les grettes. Les châles, les bijoux deviennent, les voiles et les châles deviennent incontournables pour les femmes de la haute société. Ici, donc, alors je m'entraîne davantage. Les deux moutons sont juste à côté, donc c'est pas ma faute. Voilà, donc le châle, le petit voile, les motifs orientaux, ici les manches de la mamelouk, Madame de Stel, c'est le châle et puis le turban, la coiffe en turban. Mais cette mode dépasse les frontières de la France. On raconte qu'après Iéna, voulant séduire Napoléon, la reine Louise, la reine Louise de Prusse s'est coiffée comme les élégantes parisiennes. Et Napoléon lui a dit: Votre Majesté s'est coiffée à la turque. Alors je vous demande pardon, Majesté, je suis coiffée à la Roustan. Mais il n'y a pas que les femmes. Non, il ne faut pas croire. Les hommes aussi. Pour preuve, ce tableau de bronze qui montre le général Lassane avec son pantalon à la mamelouk. Alors en bas, c'est du. Oui, ce sont des guêtres qui sont incorporées dans la planète de vue. C'est pas des guêtres, non, ça rappelle les bottes, mais c'est pas des vraies bottes en fait, c'est le cuir qui est incorporé sur le. Les fausses bottes. Des fausses bottes, voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis lui, il a évidemment le sabre à la. Voilà. Alors je vous rappellerai juste pour ceux qui ne savent pas, mais vous savez tout ça. Puis on a appris l'autre jour que c'était un jour de grande beuverie qu'il a dit, il a prononcé ces mots: tout hussard qui n'est pas mort à 30 ans est un Jean Foutre. Eh bien, lui, il est mort à l'âge de 34 ans, à Wagram, il a reçu une balle entre les yeux. Lui, que tout le monde pensait immortel. Napoléon lui-même, d'ailleurs, possédait un manteau à la mamelouk, un drap écarlate, brodé d'or, mais il l'a perdu en Russie en 1812. Les mamelouks perpétuaient le souvenir de la campagne d'Égypte. Ainsi, en société, la distraction la plus recherchée, c'était une soirée égyptienne. Cela consistait à raconter d'une voix caverneuse l'histoire la plus terrifiante possible à l'auditoire, assis dans une pièce la plus reculée et la plus obscure de l'appartement. Napoléon lui-même prenait plaisir à faire frissonner d'horreur toutes les tables présentes. La littérature, le théâtre s'emparent du sujet et du personnage mamelouk. Pour les peintres aussi, ils deviennent un sujet privilégié. Girodet, Gérard, tant d'autres. En fait, pour clore ce petit paragraphe, ce chapitre, je citerai 3 vers du grand poème de Barthélemy et Émery, Napoléon en Égypte. Les pompes de l'Orient embellissent sa cour, et dans le carrousel, les mamelouks du Caire ornent de leur turban sa garde consulaire. Comme on l'a vu plus haut, c'est au général Melouk que l'on doit la création du corps des Mamelouks. Quand ils ont débarqué à Marseille, l'idée d'une troupe destinée à lui servir de garde et de rempart avait mûri dans la tête du premier consul.
Il a pris la décision de former un escadron des plus beaux soldats de cette unité de l'armée d'Orient, y compris les ex-janissaires syriens. Et dans ce but, il a envoyé son aide de camp, le colonel Rapp, à Marseille, pour organiser cet escadron des Mamelouks du premier consul. Mais après la sévère sélection indispensable, le nombre de 240 n'était pas atteint. Alors, le 7 janvier 1802, un arrêté a été pris, ramenant le nombre à 150. Rapp en conservait le commandement et devait l'organiser et le former comme un escadron de hussards. Il était prévu aussi 2 secrétaires interprètes, mais ceux-là, on ne les a jamais trouvés. Pour les récompenser de leur fidélité, le premier consul a décidé de leur faire porter un turban vert, qui est de la couleur 7 à l'Orient, c'est celle de l'étendard du prophète et l'emblème des califes. Sauf que Bonaparte, à ce moment-là, a confondu caoutchouc et turban. En effet, on a vu tout à l'heure, c'est le caoutchouc qui était vert, pas le turban. Enfin, l'essentiel, c'est qu'il y a eu du vert. L'odeur était sauf. Le 15 avril 1802, Bonaparte a mis la dernière main à l'organisation de ses Mamelouks. Il a divisé l'escadron en 2 compagnies ayant chacune. Alors, c'est une énumération à la... Un capitaine, un lieutenant en premier, un lieutenant en second, un sous-lieutenant, 5 maréchaux des logis, dont un en chef, un foyer interprète, 8 brigadiers, 2 trompettes, un maréchal ferrant et 59 mamelouks, soit 4 officiers et 76 sous-officiers mamelouks. L'état-major de l'escadron, lui, contrôlait un chef de brigade, un capitaine chargé de l'administration, de l'habillement, de la police du corps, un quartier-maître, un officier de santé de première classe, un lieutenant instructeur, un adjudant sous-officier, un vétérinaire, un trompette brigadier, un maître cellier, un maître boutier et un maître armurier, soit 12 personnes. Donc, si j'ai bien compté, l'escadron avait 172 membres. Vous les imaginez vêtus de leurs costumes somptueux, le sabre clair et leurs multiples autres armes prêtes à servir, fonçant sur un carré ennemi. C'était du grand art. Et l'erreur a été corrigée, le caoutchouc qui reprenait sa couleur verte avant de devenir rouge par la suite, tandis que le turban restait blanc. Une idée de leur solde annuel. Vous verrez qu'ils n'étaient pas dépourvus. Si l'on tient compte que c'est à l'époque de la Révolution, donc juste un peu avant, le salaire d'un journalier était de 12 sous par jour. Ce qui, si j'ai bien calculé, mais j'ai pu me tromper, ça fait à peu près 40 francs par an. C'est aussi à partir de cette époque que Bonaparte a fixé le sort des réfugiés provenant d'Égypte et originaires des différentes parties du Proche-Orient, entre autres les familles des Mamelouks. Ils étaient environ au nombre de 500, hommes, femmes, enfants. Il leur a été versé une espèce de pension qu'on appelait traitement et qui a pris par la suite le nom de secours journalier. Ces indemnités variaient de 0,75 francs pour un enfant à 33 francs par jour pour un adulte. Ainsi, chaque Mamelouk, en plus de sa solde qui était supérieure à celle d'un cavalier de l'armée, voyait tous les membres de son foyer dotés d'une rente plus ou moins importante, mais suffisante à les faire vivre. Leurs garçons ou les garçons de leurs parents venus en France avec eux étaient destinés à grossir le corps des Mamelouks dès qu'ils atteignaient l'âge de 16 ans. Quand Bonaparte est devenu consul à vie, la garde des consuls est devenue sa propre garde. Et en réorganisant la garde consulaire, il y a fait entrer l'escadron des Mamelouks, au même titre que ses grenadiers à pied, ses chasseurs à cheval et ses grenadiers à cheval. Il a relevé le taux de certaines de leurs indemnités. En janvier 1804, il décide que l'escadron ne se composerait plus que d'une compagnie arrêtée entérinée en juillet de la même année, lorsqu'il réorganise sa garde devenue garde impériale. Les Mamelouks demeuraient au nombre de 85, avec leurs 8 officiers orientaux, leurs sous-officiers et l'état-major français, soit 184 individus. Alors, une comparaison du coût des équipements. Je vous le laisse lire tranquillement. Vous voyez que l'officier de Mamelouk était quand même le mieux loti. En comparaison avec le chasseur à cheval qui pourtant avait un costume, ils avaient des costumes magnifiques.
En contrepartie, Napoléon exigeait qu'ils soient des soldats exceptionnels et pas seulement de superbes cavaliers splendidement costumés, d'où des remaniements successifs et des éliminations des sujets suffisants. Début 1809, il ouvre les rangs de l'escadron aux Français et en particulier aux Alsaciens. En 1811, il y a un léger recrutement mêlé et en 1812 arrive au corps des Noirs antillais. Mais c'est surtout en 1813, puis en 1814, que la physionomie du corps des Mamelouks change complètement, puisqu'à l'exception de quelques orientaux, l'empereur décide d'y admettre, outre des Français, des recrues en provenance des départements étrangers de l'Empire. Il en arrive d'Italie, d'Allemagne, de Belgique, de Hollande. Tout l'Empire français, ou à peu près, y est représenté, et le nombre des nouveaux venus dépasse 300. Aux anciens, il donne le nom de premier Mamelouk, et aux nouveaux, celui de second Mamelouk, adoptant ainsi la formule qu'il employait pour les chasseurs à cheval. Les seconds Mamelouks, comme les seconds chasseurs, touchaient le solde inférieur au premier. Tous ces cavaliers se sont ensuite répartis en vieille garde et en jeune garde. Avant l'abdication de Fontainebleau pendant la campagne de France, les Mamelouks de la vieille garde servaient dans la grande armée avec Napoléon, tandis que la jeune garde combattait dans l'armée du Nord avec le général Maison. À noter qu'à partir de 1813, ils sont le 10e escadron du régiment des chasseurs à cheval de la garde. Pour clore ce chapitre du service des Français et autres Européens dans le corps des Mamelouks, on peut ajouter que même si le nombre de ces Mamelouks de la dernière ère s'est élevé à plus de 580, non, les campagnes de 1813 et 1814 ont causé de telles pertes et ont vu une si grande quantité de désertion qu'en réalité, l'effectif ne dépassera jamais les limites qui lui avait assignées l'empereur. Les cadres, eux, demeuraient parfaitement orientaux. Dernière remarque, à l'exception de quelques très rares cas, les Mamelouks qui avaient servi en Égypte ne désertaient pas, eux. Alors, les batailles, bon, je ne vais pas toutes vous les citer, et ils se sont trouvés sur la plupart des champs de bataille des guerres de l'Empire, et leur renom est d'ailleurs inséparable des victoires napoléoniennes. Juste vous parler d'Austerlitz, qui a vu la plus mémorable de leurs charges sous le commandement du général Rapp, Nazis, où le Mamelouk Michel Roy a été blessé à la tête, Pulstuc avec Marshal Lannes, Golimine avec Ojoro, Davout, Né et Murat. Le lieutenant Abdallah a été blessé. D'ailleurs, ces deux victoires illustrent l'étendard et la queue des troupes. On va voir l'étendard, on va mieux le voir. Voilà. Oui, ils ont reçu après la bataille d'Austerlitz. Hello, ou de sévères pertes, mais Abdallah s'y est couvert de gloire, malgré de graves blessures. Madrid, qui a été le théâtre de l'une des plus douloureuses scènes militaires de la vie des Mamelouks, la révolte du 2 mai 1808, le 12 mai, il y a à peine, fomentée par les prêtres espagnols, a coûté la vie à 500 Français, les Mamelouks qui ont joué un rôle décisif. Les Espagnols craignaient fortement les Mamelouks car ils les prenaient pour des Turcs. Ils sont restés en Espagne de 1808 à 1812 avec juste une interruption en 1809 pour aller à Badra. Alors, quelques autres batailles de la guerre d'Espagne, Saragosse, ou Medina del Rio Sec, ou Benavente, où ils ont perdu leur meilleur officier, le lieutenant Azaria le Petit. En Russie, vous vous en doutez bien, en 1812, le froid a causé plus de pertes que les balles et les lances. En Allemagne, en 1813, il y a eu beaucoup de blessés, mais peu d'orientaux tués. Ils ont participé à toutes les batailles. Enfin, la campagne de France, où ils ont été divisés en deux groupes, la vieille et la jeune garde, comme je l'ai expliqué plus haut. Alors, les divers commandants de l'escadron, il y a eu Barthélemy, Rapp, Dupin, Delettre, Renaud, Kirman. Je vous le laisse 2 secondes. Après l'abdication de Napoléon à Fontainebleau, une escorte l'a accompagné à l'île d'Elbe. Cette petite garde a été appelée escadron des chevaux légers polonais et des Mamelouks, dit escadron Napoléon. Les Mamelouks qui étaient peu nombreux par manque de place, mais leurs 4
Mais lors du retour de l'île d'Elbe, ils se sont précipités au-devant de Napoléon. Et on raconte que lors de la cérémonie du Champ de Mars, le 1er juin 1815, ils ont défilé dans un délire de joie en portant triomphalement le buste de Napoléon. Une photo, le général Rapp, qui voilà, qui bon, la lettre n'est pas importante, mais on voit officier du corps des Mamelouks et puis ici, commandant de l'escadron de Mamelouks. À Waterloo, qui est, comme vous le savez, une mort de plaine, ils se sont retrouvés, dans les rangs des chasseurs à cheval de la garde impériale, bien que l'empereur ait songé à reconstituer l'escadron indépendant, mais il ne l'a pas fait. Ah, nous arrivons au plus connu des Mamelouks, qui est sans doute Roustan. Il suivait Napoléon partout, comme son ombre. Il dort en travers de sa porte, il charge ses pistolets, il lui apporte son aide aussi bien que pour les menues choses du quotidien que pour les plus importantes. Il est à la fois son serviteur, son valet de chambre, son garde du corps, son confident parfois. Il est au plus près de l'intimité de l'empereur, et c'est Stendhal qui, dans le rouge et le noir, le place derrière un paravent où il observe en fait quand Napoléon reçoit ses amantes passagères. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est Stendhal qui le met dans un de ses romans. Roustan Raza était arménien et chrétien. Il est né en 1781 à Tiflis, capitale de la Géorgie. Son père était négociant, il avait 3 frères et 2 sœurs. Très jeune, il est séparé de sa famille et il est rendu 7 fois. Sa carrière de Mamelouk commence lorsqu'il est acheté par un marchand appartenant à Salabé avec 12 autres garçons. Dès son arrivée en Égypte, il subit l'épreuve de la circoncision et on lui donne le prénom de Yahya, signifie Jean. Mais lui, il reste quand même chrétien dans ses convictions. Puis il reçoit une formation de Mamelouk et il a alors environ 15 ans. Il entre au service du cheikh Khalil el-Bekri et c'est le fameux Elias, cet officier de Mamelouk au sabre redoutable avec ses bagages. Il ne le quittera plus jusqu'à son abdication à Fontainebleau. Ça, c'est l'emploi à sa nomination. Il a été nommé premier Mamelouk de l'empereur à dater du 1er juin 1799. Après, ne me demandez pas pourquoi le grand chambellan de France, le comte de Montesquieu, a daté de 1813. Là, je n'ai pas trouvé pourquoi c'est... Oui, alors que c'était à compter du 1er juin 1799. Une première fois, il a voulu se marier, Roustan, mais Bonaparte a refusé. Non, elle est trop pauvre, tu vas pas épouser celle-là, ça va pas, non. Mais après Austerlitz, il a épousé Alexandrine de Douville, qui était la fille du premier valet de Joséphine de Beauharnais, et c'est l'empereur lui-même qui a payé la noce. De cette union sont nés 2 enfants, un garçon et une fille. Napoléon était très indulgent et très généreux avec eux. Il lui a offert de nombreux cadeaux, des poignards d'honneur, sertis de pierres précieuses, des cannes, autres objets de valeur, ainsi que, même si sa solde ne lui était pas versée régulièrement, parce qu'en fait il était inscrit sur les registres, mais celui dont j'ai oublié le nom, qui s'occupait des soldes, oubliait de payer Roustan, et c'est un jour l'empereur lui a dit: non mais attends, ça va pas là, tu vas tout de suite aller chercher ce qu'il faut et tu lui donnes ce que tu lui dois. Donc il était à l'abri d'une autre zone. Il était toujours avec Napoléon, c'est sûr, même dans les batailles. À Saint-Dizier, d'ailleurs, le 16 mars 1814, il s'est battu botte à botte avec les autres Mamelouks contre les Cosaques. Napoléon l'honorait aussi en lui donnant une place de choix dans de nombreuses circonstances. Aussi, s'est-il senti trahi lorsque Roustan s'est enfui de Fontainebleau. Dans la nuit du 12 au 13 avril 1814,
Napoléon avait tenté de s'empoisonner, sans résultat. Il a alors demandé à Roustan de lui apporter ses pistolets chargés. Et Roustan a refusé, il s'est enfui. Et avec juste raison, c'est que s'il l'avait fait et que Napoléon mette fin à ses jours, il aurait été accusé, lui, d'être à la solde des Anglais. Et en plus, on ne peut quand même pas lui reprocher d'avoir trahi son serment, puisqu'à partir de 1813, Napoléon avait relevé de leur serment tous ses soldats. Rejeté par l'empereur, qui a refusé de le voir et de le reprendre à son service par la suite, il a vécu de ses exhibitions à Londres, dans sa beaux habits, auprès de la haute société, avant de revenir s'établir à Dourdan, en Essonne, où là, on l'appelait Papatane. Mais il était tout de même présent lors du retour des cendres aux Invalides. Il est mort à Dourdan le 7 décembre 1845 à l'âge de 64 ans. Son épouse, Alexandrie, lui a survécu 12 ans. Ils reposent tous les deux dans le cimetière de Dourdan. Oh ben, c'est pour moi si vous suivez. Donc, la tombe de Roustan est à gauche, celle d'Alexandrine à droite. Et ça, c'était c'est l'organisateur d'une commémoration dans le cadre de l'armée d'Arménie, qui avait fait une manifestation à Dourdan cette année-là. Et à cette occasion, il y a une BD qui était sortie, Papata, et puis la plaque ici qui a été apposée sur la maison où ils ont vécu, Roustan et Alexandrine, et qui n'était autre que l'ancienne école de Dourdan. Pour répondre cela un peu organisé, à l'époque on a été contacté par ce monsieur. Son fils est mort jeune, sa fille a épousé un huissier à Paris, elle a eu un fils, mais on ne sait pas s'il y a eu une descendance. Par contre, il y a un Mamelouk dont nous avons rencontré des descendants, c'est Moïse Zoumero. Selon lui, il était né en 1789, mais sur le registre, il est inscrit en 1792. On pense qu'il a triché pour pouvoir devenir Mamelouk plus tôt. Il a suivi son père Mamelouk lors du retour d'Égypte. Il n'avait alors que 8 ans. Son prénom, Moussa, est échangé à Moïse. Il a d'abord été trompette avant de devenir glorieux Mamelouk. Il a participé à plus d'une dizaine de campagnes parmi les plus rudes. Et voilà son sabre, avec l'inscription qu'il a faite lui-même, que je vous laisse lire. On ne voit pas très bien, mais sur le sabre, il y a la croix de la Légion d'honneur aussi. Après les 5 jours, il est devenu directeur des postes à la mort, où il est mort en 1873. Ce vétéran de la Grande Armée a été décoré de la Légion d'honneur en 1854 et de la Sainte-Hélène en 1857. Sur le registre du régiment des Mamelouks, on en dénombre 580. Cependant, il s'agit seulement de ceux qui ont été inscrits en France. On n'a aucun document concernant les Mamelouks ayant combattu en Égypte. Dans la première moitié du registre, on note une grande majorité de Mamelouks orientaux, puis au fil des années, ils deviennent très rares et sont remplacés par des Européens. Et alors, ce que j'ai trouvé amusant sur le registre, c'est que vous remarquerez, Roustan apporte le numéro 151, alors que Moussa Zoumero, Moïse, le 152. Le hasard a voulu qu'ils se retrouvent tous les deux à côté. C'est assez marrant. Enfin, moi, ça me fait rire. Il n'en faut pas beaucoup. Alors, bien entendu, rassurez-vous, hein, je ne vais pas vous les citer tous. Hein. Juste Michael Masri, qui était surnommé Michel l'Égyptien, qui est né au Caire en 1786 et qui a participé à toutes les campagnes, blessé d'un coup de sabre à l'avant-bras à Élo et il a accompagné Napoléon à Ideb. Daniel Mirza le Petit, qui était un Arménien né à Choucha en 1784 et qui a été le Mamelouk
particulier du maréchal Pessière, qui a survécu à toutes les batailles, puisqu'il est inscrit comme demi-solde sur le registre à partir de décembre 1815. Quelques-uns nés dans notre région: Antoine Rollet, qui était officier de Mamelouk, qui était né à Marseille; André Mazet, né à Montélimar; Pierre Chabert, né à Monnetier, au Mont-Blanc; Victor Amédériga, né à Aubenas; et près de chez nous, à Perles-les-Fontaines, Michel Blanc, je peux inventer le nom, qui a été inscrit le 18 Ventose en 3. Non, il était né, pardon, le 18 Ventose en 3, et il a été admis le 27 février 1813 et déclaré déserteur le 15 mai 1814. Le dernier inscrit, qui porte le numéro 580, est un nommé Félix Lombard, qui a été admis le 10 mars 1814. Bon, ça, c'est aussi un Mamelouk français qui a été inscrit en 1813. Alors évidemment, c'est une photo, c'est pas une... mais la photo a été prise sous Napoléon III, puisque avant il n'existait pas. Et cet homme avait conservé ses vêtements et a tenu à être photographié dans sa belle tenue. Deux mots sur celui qui a remplacé Roustan auprès de l'empereur et qui l'a accompagné à l'île d'Elbe, d'abord, puis à Sainte-Hélène. C'est Louis-Étienne Saint-Denis, dit le Mamelouk Ali, ou Ali de Saint-Denis. Il était né le 22 septembre 1788 à Versailles et il est décédé le 3 mai 1856 à Sens. Dès leur arrivée en France, après la campagne d'Égypte, les Mamelouks et leurs familles ont été cantonnés à Melun. En 1806, un décret décide de renvoyer à Marseille les Mamelouks devenus non actifs et leurs familles. Il y a d'ailleurs une traverse du Mamelouk à Marseille, dans le 8e arrondissement, tout près du parc Borély. L'empereur déchu, exilé à Sainte-Hélène, ils sont rentrés chez eux. Plus tard, on les appellera les harkis de Napoléon. À Marseille, on ne les aime pas. À l'issue des 100 jours, ils vont subir un véritable pogrom politico-raciste. Avec leur famille, ils vivaient dans un quartier proche du Vieux-Port, que l'on appelait la colonie des Égyptiens. Ils y vivaient mal. Les familles touchaient de petites pensions impériales et ne pouvaient guère accéder à un travail. Pour les Marseillais, ce quartier était devenu le souk symbolique de l'empire qu'ils détestaient. Si les Marseillais avaient fait beaucoup parler d'eux pendant la Révolution française, ils étaient devenus royalistes. Et dès l'annonce de la capitulation de Napoléon, ils avaient renversé les monuments du cours Bonaparte. Le blocus continental avait ruiné le port de Marseille. La ville manquait d'approvisionnement. Le blé venu d'Orient, vin, tissus de Grèce, de Turquie, bijoux, soieries, épices, tout manquait. Plus de profit pour les négociants et les commerçants. Les armateurs avaient le drapeau en berne. En outre, la politique religieuse de Napoléon heurtait la population aussi catholique que celle d'Aix-en-Provence. Et l'arrestation du pape, mis en résidence à Savone, avait fini par les indigner. Ils ont choisi leur camp, celui du pape. La prolongation de la guerre, la hausse des impôts, le départ des conscrits ont fini d'excéder la population marseillaise. Désormais, ils haïssaient Napoléon. L'annonce de la défaite de Waterloo a été le point de départ de ce qu'on a appelé la terreur blanche. Les soldats qui arrachaient leur cocarde tricolore étaient applaudis. Ceux qui la conservaient étaient hués, insultés, lapidés. Sous chaque pavé de Marseille pousse une fleur de lys, a dit le général Brune, avant d'être lui-même massacré à Avignon le 2 août 1815. Le 25 juin, la foule en délire a arraché tous les drapeaux aux couleurs de l'Empire. Une patrouille de chasseurs à cheval a dû charger pour se dégager. On lance sur les soldats tout ce qui peut servir de projectiles, les pierres, les bouteilles, les poteries. Les hommes s'arment de fusils, de gourdins, de sabres ou de simples couteaux. Le tocsin sonne au clocher des Accoules et dans toutes les églises de Marseille. Le commandant de la garde nationale, Borély, est un royaliste. En donnant l'ordre aux soldats de rejoindre leur caserne, il livre la ville aux royalistes. On dénombrera 100 morts au cours de la retraite des soldats dans la nuit du 25 au 26 juin.
Aurélie, Casimir Rostand, Nickel et Tandol forment un comité royal provisoire, mais ils ne parviennent pas à redresser la situation. Au petit matin du 26, les assassins se dirigent vers le quartier des Égyptiens, suivis par une foule hurlante qui crie vengeance. Ils n'ont aucune pitié. Ils fusillent à bout portant, égorgent, jettent les cadavres dans la mer. Un rapport de police signale que la foule entoure une servante noire. On lui demande de crier « Vive le roi !» Elle répond « C'est Napoléon qui me fait vivre. Vive l'empereur !» Elle est tuée d'un coup de baïonnette et son corps est jeté dans le vieux port. Bientôt, toute la colonie est massacrée. C'est un véritable pogrom. Quand la garde nationale arrive sur les lieux, les survivants sont rassemblés et enfermés dans le château d'If pour les sauver. Mais ce n'est pas terminé, non. Les massacreurs sont souvent les mêmes qu'en 1793, comme l'écrit André Houssaye. Après avoir tué au nom du peuple, on tue au nom du roi. Les suspects de bonapartistes sont arrêtés chez eux, torturés, exécutés avec leur famille, et naturellement, leur maison est pillée. Ainsi, les rescapés de cette terreur blanche rejoignent les Mamelouks au château d'If. Ce massacre a duré moins de 8 heures, mais dans la nuit du 25 au 26 juin 1815, on dénombre 250 personnes égorgées, 80 maisons pillées. Une lettre de Michael Mazri, qui avait francisé son nom d'ailleurs, puisqu'il signe sa lettre Michel Massery, et qui demande à rester à Melun, prétextant que son épouse, une femme de pays, et sa mère ne pourrait pas supporter le voyage. Mais il avait eu vent, effectivement, de ce qui s'était passé à Marseille, il n'avait pas envie de subir le même sort. À partir d'octobre, les prisonniers du château d'If sont libérés. Que sont devenus les survivants, les Mamelouks survivants? Personne ne le sait. L'histoire perd leur trace. Mais cependant, on retrouve à Marseille, au cimetière Saint-Pierre, 2 tombes, entre autres. Celle à gauche d'Adrien Aga Michel, qui était général de brigade, qui était né au Caire en 1763. À Marseille, il a été chargé du dépôt des réfugiés égyptiens qui formeront le noyau des Mamelouks de la garde impériale. Il prendra la nationalité française, sera baptisé et choisira le prénom de Michel. Ses nombreuses blessures l'obligeront à renoncer à la vie active en 1803 et il décède le 16 juin 1828. Et à droite, celle d'Agoub Gaspard, qui lui était né au Caire le 8 janvier 1791 et qui était maréchal des logis, chef. À 10 ans, quand il débarque à Marseille, il a 10 ans quand il débarque à Marseille, 18 quand il devient mamelouk de la garde impériale. Il a été chevalier de la Légion d'honneur et médaillé de Sainte-Hélène et il meurt à Marseille le 19 juin 1961. Pour terminer, 1861. Pour terminer sur un petit clin d'œil, quelques photos de reconstitution où l'on voit Roustan en grande conversation avec l'empereur, Roustan et Daniel qui posent, Napoléon et son état-major à la Malmaison. Ouais, elle est belle cette photo. C'est qui là? C'est Marc C'est Schneider. Marc Schneider. Marc Schneider. Non, c'est Marc Schneider. Non, non, alors au début, je vous ai parlé des surnoms dont avait été affublé mon mari. Vous savez, Vizir, Isnoud, en fait tout ça. Mais là, j'ai gardé pour la fin cette petite réflexion qui a été faite par un enfant et qui lui a dit, d'ailleurs je peux vous le dire, vous le connaissez, c'est le petit-fils de de Marcel Arnaud, qui a dit je crois que tu y étais toi, quand on a fait l'anniversaire de Marcel. Il a dit à Hervé, toi, tu es le cavalier des sables. Ça c'est vrai. Voilà. C'est lui qui a trouvé la plus belle des Ah oui, ça c'est clair. Et d'ailleurs, moi je trouve qu'il est temps maintenant pour le Mamelouk de rejoindre Voilà. ses pyramides, Allez, n'est-ce hop. pas? Super.
et je vous remercie. Je vous remercie pour m'avoir écouté. J'espère avoir apporté aussi quelques éclairages sur ces cavaliers, ces guerriers hors pair, ces hommes extraordinaires empreints de mystère. Voilà.